Bonsoir. Vous allez bien? Bon. Nous vivons une bifurcation. Ça vous dit quelque chose? Non? Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique, vous allez voir. Mais j'ai besoin de votre aide. Je suppose qu'il y en a parmi vous qui ont des enfants, non? Vous voulez pas lever la main? Il y en a un paquet, hein? On est bien en Vendée, là. Bien. Eh bien, à ceux-là, je leur demande un effort mental. Mettez-vous mentalement au moment de la naissance de votre premier enfant. Souvenez-vous de ce jour-là, de ce moment-là. Ça y est, vous y êtes? Oui? Eh bien, ce jour-là, vous avez pris conscience d'une chose fondamentale. C'est qu'il y avait la vie avant et il y aura la vie après et que c'est pas la même. Eh ben, ça s'appelle une bifurcation. C'est ça, une bifurcation. Une bifurcation dans ce qui nous occupe, à nous, les individus humains. C'est un changement de vie, un changement de logique de vie. Quand on parle de manière un peu plus large du système humain, à ce moment-là, on parle de changement de paradigme. Ça veut dire une autre logique de fonctionnement à un moment donné. Et des paradigmes se croisent. Quand il y en a un qui décline, il y en a un autre qui naît, ça se croise, et à ce moment-là, il se passe quelque chose de turbulent, il se passe quelque chose qui est un changement, mais qui ne se voit pas immédiatement. Il faut le regarder de près pour le comprendre. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. On va essayer de comprendre qu'on est en plein dans une bifurcation, qu'il y en a une tous les 550 ans, nous disent les historiens, 550 ans en moyenne à peu près, bien entendu. La dernière, c'était la Renaissance. Faites appel à vos réminiscences de cours d'histoire. La Renaissance, c'était une bifurcation colossale. On a quitté la féodalité, on est rentré dans la modernité, on a quitté une politique dispersée pour rentrer dans une politique d'État centralisé, on a quitté une économie de type local pour rentrer dans une économie marchande. Tout ça a changé en relativement peu de temps. Et ce qui est très intéressant de constater, c'est que toutes les institutions de pouvoir qui aujourd'hui veulent garantir la pérennité du paradigme moderne dans lequel nous sommes encore, toutes ces institutions de pouvoir sont apparues entre 1500 et 1550. Je veux parler de l'État central, je veux parler des bourses, je veux parler des banques, je veux parler des universités, etc., etc. Tout ça est né entre 1500 et 1550. Ce sont les institutions de pouvoir qui aujourd'hui sont toujours aux manettes de la gouvernance autour de nous, mais qui sont dans un paradigme déclinant. Et comme par définition, une institution de pouvoir ne peut pas imaginer un seul instant que le paradigme qu'il a fait émerger puisse se déglinguer et s'évanouir et disparaître, eh bien les institutions de pouvoir sont dans le déni absolu. Elles sont dans le déni de la réalité de ce qui se passe dans notre monde. Il y a d'une part les institutions de pouvoir qui continuent à fonctionner comme si le paradigme qui les avait suscités continuait, et puis il y a la réalité, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire vos entreprises, c'est-à-dire votre réalité de vie, votre société civile, qui sait que le monde est en train de changer radicalement et qu'on n'est plus dans la même logique. Et donc il y a conflit entre les institutions de pouvoir qui veulent perpétuer un monde qui n'existe déjà plus, et vous qui êtes en train d'en créer un nouveau. Eh ben, ça se passe pas forcément bien. Forcément. La logique déclinante est dans le déni du changement, et vous êtes en train de créer un nouveau monde. Forcément, il y a des erreurs. Forcément, il va y avoir une zone de grande turbulence représentée sur ce schéma par ce cercle bleuâtre que vous voyez là. Ça vous va? Eh ben, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. On va essayer de comprendre un petit peu mieux le pourquoi du déclin du paradigme de la courbe rouge, donc celui qui est né à la Renaissance et qui est en train de disparaître progressivement. Et on va essayer de voir comment doit répondre la courbe verte, c'est-à-dire le nouveau paradigme que vous allez créer, comment il doit répondre à ces ruptures. Et puis on verra ce que ça dit pour la Vendée. Ça vous va? Bien. Première rupture, rupture écologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas en prendre conscience, ça veut dire que nous vivons essentiellement sur des ressources non renouvelables et que ces ressources non renouvelables, par définition, s'épuisent. Nous avons, en 150 ans, consommé 80% des réserves de ressources non renouvelables de la Terre.
Et les 20% restants, allez-vous me dire, ben ça c'est ce que le renouvelable. Le renouvelable, ça c'est un mot qu'on aime beaucoup. Et c'est important d'aller y voir. Mais le renouvelable, aujourd'hui, satisfait environ 15% de la demande mondiale et ne dépassera jamais, pour des raisons thermodynamiques, ne dépassera jamais 20% de la demande actuelle mondiale. Et n'oubliez jamais une chose, parce que ça aussi, on ne veut pas l'entendre. Quand on parle, par exemple, des énergies renouvelables, style éoliennes ou autres, le vent est renouvelable, bien sûr, mais les métaux, le béton, le fer, les rotors et stators, les hélices en matériaux composites, c'est pas du tout du renouvelable, ça. Donc, vous sentez bien qu'on est en train de nous emmener en bateau. Alors, de deux choses d'une. Ou bien, on ne veut pas voir ce processus de consommation des ressources non renouvelables qui s'accélère, vu qu'on nous demande de la croissance économique. Qui dit croissance économique dit consommation accélérée des ressources, bien sûr. Et on ne veut pas voir cela en face. Et on ne veut pas voir que si on ne fait pas autre chose, eh bien, nous allons droit dans le mur. Parce qu'il y a une chose qu'on oublie aussi, c'est que la démographie humaine sur Terre est juste délirante. À la naissance du petit Jésus, nous étions 100 millions sur Terre. En 1800, nous étions 1 milliard. En 1900, 1,7 milliard. En 2000, 6 milliards. Aujourd'hui, 7,5 milliards. En 2050, c'est-à-dire demain matin, nous dépasserons les 10 milliards. Moi qui ai fait beaucoup de mathématiques, je peux vous assurer que ça s'appelle une exponentielle vachement croissante. Et que donc, très clairement, la population croît beaucoup plus vite que la croissance de la richesse. Et que donc, forcément, la richesse par habitant diminue. C'est aussi simple que ça. Donc, si on ne fait rien, eh ben, on va dans le mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai un premier joli mot à vous proposer sur la courbe verte. Je l'appelle frugalité. Alors, frugalité, c'est pas gentil de dire ça juste avant le cocktail d'après. Ce n'est pas l'ascétisme absolu. Ce n'est pas la privation totale. La frugalité, c'est un mot tout simple. Dans tout ce que vous faites moins, mais faites mieux. Deuxième rupture. Celle-là, elle est technologique, elle fait partie des meubles au quotidien. C'est le passage des technologies mécaniques aux technologies numériques. Bon, ben ça, vous le savez. Vous le savez bien, vous en vivez tous les jours. Qui ici n'a pas de téléphone portable? Tout est dit. Juste une petite question. Vous ne vous sentez pas de temps en temps un petit peu esclave de votre téléphone portable? Est-ce que vous êtes encore tout à fait maître de votre temps? Est-ce que vous êtes maître de vos journées? Donc vous sentez bien qu'il y a là quelque chose qu'il va falloir regarder de près. Il va falloir regarder de près, et quand on entend parler un petit peu mieux de big data, on se rend compte extrêmement vite qu'il se passe quelque chose de fabuleux. C'est que le système est tellement riche d'informations sur vous qu'il sait avant vous quelles seront vos envies, quels sont vos états d'âme, quelles seront vos opinions. Ça veut dire que si vous vous laissez faire, bien vous n'avez plus besoin de penser. Le système va vous dire, avant même que vous n'ayez envie de faire pipi, que votre taux d'urée est en train de monter et qu'il va être temps de trouver une urinoir. Pas pour les hommes, en tout cas. Donc on est bien là dans un processus de crétinisation. Ne pensez plus, ne soyez plus critiques, nous pensons pour vous. Est-ce que c'est vraiment ça, la totalité du numérique? Non, évidemment. Il y a du bon numérique aussi, qui est fabuleux, qui ouvre des univers et des portes magnifiques. C'est pour ça que je vous propose, sous la courbe verte, de cultiver l'intelligence. L'intelligence technologique. L'intelligence qui dit simplement ceci: arrêtons de croire qu'il faut absolument rentrer dans le monde technologique pieds et poings liés. Il faut que la technologie reste l'esclave des hommes et que jamais les hommes ne deviennent l'esclave de la technologie. Il faut n'utiliser de la technologie que ce qui est vraiment utile pour chacun. Il faut donc choisir sa technologie. Troisième rupture, celle-là, elle est plus organisationnelle. Pendant très longtemps, eh bien, le modèle essentiel de l'organisation humaine, c'était la pyramide hiérarchique.
La pyramide hiérarchique, moi qui suis plutôt un théoricien et un matheux, évidemment, ça interpelle. Mais pourquoi justement ce modèle-là? Ah ben c'est tout simple. C'est tout simple. La pyramide hiérarchique en mathématiques s'appelle une arborescence linéaire. Ça, c'est juste pour faire de mon malin. Et l'arborescence linéaire, c'est une réponse à un problème simple. Comment faire pour relier entre eux tous les éléments d'un ensemble avec le nombre minimum de relations entre eux? C'est donc la structure la plus économique. Mais le prix à payer pour qu'elle soit économique, c'est que c'est aussi la structure la plus lourde et la plus lente. Et dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, où la densité de sollicitations, tant au niveau de nos personnes qu'au niveau de nos entreprises, a augmenté exponentiellement, fait que le monde est devenu de plus en plus complexe, avec en plus en face des gens qui veulent absolument avoir une réponse immédiate à tout ce qu'on leur demande, à tout ce qu'ils demandent. Nous sommes devant un dilemme fabuleux. On nous dit, et c'est juste, il faut donc que nous développions notre réactivité, notre agilité, notre souplesse, notre créativité, notre sens de l'innovation. Tout ça, c'est vrai, bien sûr. Évidemment, c'est vrai. Mais est-ce que le modèle pyramidal hiérarchique est compatible avec cette augmentation de réactivité, de créativité, de souplesse et d'agilité? Non, évidemment. Non, évidemment. Et la réponse mathématique, c'est dit, il faut juste inverser les choses. Il faut non pas le minimum de relations entre les éléments, mais le maximum de relations entre les éléments. Et ça, vous, les Vendéens, vous l'avez vachement bien compris depuis très longtemps. Quand on augmente les relations entre les éléments d'un ensemble, on crée ce qu'on appelle un réseau. Et ça, vous savez faire. On y reviendra tout à l'heure. Donc, autrement dit, si on continue à s'obstiner, comme le font la plupart des États nationaux, à fonctionner dans des structures pyramidales, hiérarchiques, extrêmement lourdes, extrêmement lentes, eh bien, la capacité de réaction va diminuer, ce qui veut dire que ces systèmes vont nous fournir les solutions à nos problèmes longtemps après que ces problèmes auront disparu. C'est bien ce qui se passe déjà dans beaucoup de cas. Donc, il faut nécessairement migrer vers d'autres types d'organisations qui doivent être des réseaux, donc réticularité, et qui doivent être organiques et non pas mécaniques. Mais c'est bien ce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, surtout les PME, ont compris et font au quotidien. Mais c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. Fonctionner en hiérarchique et puis passer en réseau, c'est pas du tout évident. Et vous le savez. Quatrième rupture, ben là c'est le modèle économique qui est en train de changer. Le modèle économique encore dominant aujourd'hui est un modèle économique qui est né avec la révolution industrielle, c'est-à-dire avec la production de masse. Les gros piliers de ce modèle économique-là, c'est d'une part la masse, la taille. Le classement des entreprises est d'abord et avant tout un classement par taille, soit par chiffre d'affaires, soit par effectif. Il faut être gros, sinon on n'est pas visible. Et si on n'est pas gros, ben on a difficile d'avoir accès au financement. Et surtout, on n'a pas la puissance qu'il faut pour imposer au marché les normes qui sont les nôtres. Donc autrement dit, il faut être gros. Et comment je fais pour devenir gros? Ben, je ne parle pas de moi là. Hein. Comment une entreprise fait pour devenir de grosse taille, de grande taille? Ben, elle doit vendre beaucoup. Et pour vendre beaucoup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut baisser le prix de vente. Et pour baisser le prix de vente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut baisser le prix de revient. Et toute l'histoire du management du XXe siècle a été une série de trucs et astuces pour faire baisser les prix de revient. Et il y en a une qui est particulièrement intelligente, c'est les économies d'échelle, vous savez bien, et qui vont bien avec la taille. L'économie d'échelle, on dit quoi? Étant donné une entreprise qui a des coûts fixes et des coûts variables, ben, plus on produit, plus l'impact des coûts fixes par unité produite est bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter la capacité de production. Et donc, pour ça, il faut investir. Et donc, pour ça, il faut aller chercher des capitaux. Et donc, pour ça, il faut les rémunérer de manière attractive. Ça s'appelle le capitalisme, et j'ai aucun problème avec ce mot-là. Je dis simplement que ce qui était le modèle économique au XXe siècle est devenu un modèle financiero-économique. Et ce qui s'est passé dans les fins des années 80, c'est un renversement de relations entre l'économique et le financier.
Avant, c'était la finance qui était au service de l'économie. Dans les années 80, il y a eu basculement, et c'est l'économie qui est devenue la servante de la finance, avec tous les délires spéculatifs qui ont suivi et que vous connaissez. Et puis il y a une deuxième chose qui est devenue intéressante, c'est que l'obsession de vouloir baisser les prix toujours plus bas, a amené à un moment donné quelqu'un à se dire, dans le fond, il y a un gisement qui n'a pas encore été beaucoup exploité pour faire baisser les prix, c'est la qualité. Faisons baisser la qualité, on baissera le prix. Et vous vous souvenez probablement, au début des années 90, en France, il y avait quelqu'un qui représentait la révolte contre ça, un certain Jean-Pierre Coff, vous vous souvenez, qui disait « c'est de la merde », vous vous souvenez? Bon, eh bien voilà, ça c'était la réaction en disant « attendez, les prix bas, d'accord, mais pas pour du n'importe quoi ». Et alors on entend quelque chose d'intéressant, que moi j'avais entendu dans mon enfance, une petite phrase toute simple, mais que vous connaissez bien. Cette petite phrase toute simple qui vient du monde paysan, c'est « je ne suis pas assez riche pour me payer du bon marché, parce que le bon marché finit toujours par coûter trop cher ». Ça vous va? Phrase que vous avez entendue comme moi, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dès le moment où on prononce cette phrase, on sort d'une logique de prix et on rentre dans une logique de valeur d'utilité. Ce n'est pas le prix du tracteur qui est important pour un paysan. Ce qui est important, c'est la totalité des dépenses qu'il fera à cause de ce tracteur pendant toute la durée de vie du tracteur. Le prix d'achat n'est jamais qu'un des paramètres de cette équation. Et ce qu'il veut, lui, ce n'est pas le prix le plus bas. Ce qu'il veut, lui, c'est que la totalité des dépenses pendant toute la vie du tracteur soit minimale par rapport à l'utilité qu'il en a. Et on bascule complètement alors vers une autre type d'économie. Et notamment ceci. Ce même paysan qui voulait s'acheter son tracteur dans le temps, aujourd'hui il dit « mais ça ne sert à rien d'acheter un tracteur, mes engins agricoles dont j'ai besoin, je vais les louer quand j'en ai besoin ». Et vous sentez qu'il y a un autre basculement incroyable, c'est un basculement d'une logique de propriété vers une logique d'usage. Ce qui n'est pas du tout la même chose, évidemment. Donc on était dans prix, quantité, masse et propriété, et on bascule dans valeur d'utilité, usage et le troisième, je ne sais plus. Donc vous sentez bien qu'il y a là quelque chose qui est en train de se passer qui est colossal. Si vous utilisez Blablacar, si vous utilisez Airbnb, etc., qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la logique de l'usage et plus du tout dans la logique de la propriété. Bon, tout ça pour dire quoi? De deux choses l'une, ou bien on fait ce basculement, ou bien on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va être dans la logique infernale de l'effondrement de la qualité des produits pour des prix certes de moins en moins élevés, mais dans une médiocrité glorieuse de la plupart de tout ce qui nous entoure. La réponse à ça, et ça vous faites bien, c'est d'augmenter notre virtuosité, c'est d'augmenter la valeur d'usage de ce que nous fabriquons et de ce que nous vendons. C'est de le rendre beaucoup plus utile. Mais pour le rendre beaucoup plus utile, qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas en achetant plus de machines qui vont faire la même chose que je vais augmenter la valeur d'utilité de mes produits. Au contraire. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Aller voir l'utilisateur final et lui dire comment est-ce que je peux augmenter votre satisfaction avec mon produit? Quels vont être vos besoins demain? Comment je pourrais y répondre? Qu'est-ce que vous voulez que je change dans ce que je suis en train de vous vendre aujourd'hui pour que ce soit mieux à votre main? Ça demande pas beaucoup d'argent, mais ça demande de l'intelligence. Donc vous sentez que ce basculement, c'est un basculement des investissements matériels vers des investissements immatériels. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Souvenez-vous, quand on était dans la logique matérielle, les économies d'échelle, c'était extrêmement important. Et toute la croissance en taille des entreprises était liée à ça. Mais dès qu'on bascule dans une autre logique, la logique des investissements immatériels, là, il se passe quelque chose de miraculeux. C'est que pour les ressources immatérielles, il n'y a pas d'effet d'échelle. Mettez 20 crétins dans une salle, ça ne fait jamais un prix Nobel. Doublez le salaire de votre ingénieur de recherche et de développement, il n'aura pas 2 fois plus d'idées, 2 fois meilleures. Donc là, on est vraiment dans une logique où la taille ne joue plus.
Et ça, vous le voyez magnifiquement bien. Regardez les cours de bourse. Vous allez voir que des petites start-up de rien du tout, qui n'ont même pas encore leur premier client, ont des cotations boursières au moins équivalentes à celles de certains grands groupes industriels. Pourquoi? Parce que tout simplement, le critère des valorisations n'est plus le même. Avant, on valorisait la taille, on valorisait le total bilan. Maintenant, on valorise l'éventuelle promesse d'une intelligence incroyable pour demain. Ça s'appelle du pari. Donc voilà, cette virtuosité, c'est augmenter notre capacité à générer et à maîtriser de la bonne ressource immatérielle, du talent, de la compétence, de l'intelligence. Cinquième et dernière rupture, elle est beaucoup plus philosophique, celle-là, elle est éthique. Moi, quand j'étais gamin, je n'ai pas connu mon père, il est mort avant ma naissance, et ma mère, elle a galéré pour m'élever, et elle m'a répété, mais 100 fois, Marco, il faut absolument que tu réussisses dans la vie. C'est indispensable que tu réussisses dans la vie. Par parenthèse, pour ne pas être dans la dèche comme moi je suis. Alors, réussir dans la vie. Et moi, j'ai 6 enfants, vous voyez, donc je suis un peu vendéen quand même. Le dernier, il a 18 ans, quand je lui dis ce que ma mère me racontait, figurez-vous, il est mort de rire. En disant, attends papa, moi mon problème c'est pas de réussir dans la vie, mon problème c'est de réussir ma vie. Ce à quoi je lui réponds, c'est beaucoup plus facile de réussir sa vie quand on a un père qui a déjà réussi dans la vie avant. Hein? Bon, alors réussir dans la vie ou réussir sa vie, ça résout en rien le problème éthique, ça. Vous êtes d'accord ? Parce que vous en avez connu comme moi des gars qui voulaient réussir dans la vie et qui pour ça étaient prêts à tuer terre et mer, à écraser tout ce qu'il y avait autour et devant et derrière. Et ça, mon fils, il aime bien me le dire. Mais je lui dis, et toi là, dans ta bande de troufions, ceux qui veulent réussir leur vie, il n'y en a pas qui sont en train d'instrumentaliser tout ce qui les entoure? D'utiliser les êtres humains comme de simples outils à son propre bonheur? C'est aussi une forme d'égoïsme, c'est aussi une forme d'aliénation de l'autre, c'est aussi une forme d'égotisme. Comment peut-on éviter ça? Comment veut-on éviter ça? Cinquième défi de la courbe verte, ça va être de reprendre ce beau mot de spiritualité éthique, et d'en faire quelque chose. Autrement dit, donner du sens. Et ça, on le verra mieux tout à l'heure. Voilà, j'ai très très rapidement brossé ce qui est pour moi l'explication de l'effondrement de la courbe rouge et de la montée en puissance de la courbe verte. Les 5 mots-clés qui sont dans la colonne de droite sont en fait les fondamentaux de ce que sera le monde de demain, le monde socio-économique de demain. Frugalité par rapport aux ressources matérielles, intelligence par rapport aux technologies, travail en réseau pour ce qui concerne notre organisation, la virtuosité dans tous nos métiers. Et quand je dis virtuosité, c'est toutes les virtuosités, bien sûr, comme celle des 3 musiciens qu'on a vus là tout à l'heure. C'est la virtuosité des mains. Ce n'est pas seulement la virtuosité intellectuelle, comme on a trop tendance à le mettre en avant ces derniers temps. La virtuosité de manière générale. Et enfin, de redécouvrir la notion de spiritualité pour donner du sens. Est-ce que ça vous va? Bien. Nous avançons alors. Eh bien, voilà, ça c'est le tableau général. Je veux dire par là que vous vous trouviez en Europe, en Amérique, en Chine ou ailleurs, vous allez trouver ces mêmes 5 ruptures. Elles ne vont pas s'exprimer de la même manière, on est bien d'accord. Historiquement, ce n'est pas exactement les mêmes moteurs. Il n'empêche, aujourd'hui, mondialisation oblige, nous sommes tous dans le même bain, et ce bain est en train de changer radicalement de couleur. On était dans le rouge, on sera dans le vert. Rouge, pourquoi? Feu rouge, ça s'arrête. Vert, pourquoi? Parce que go pour l'avenir. Alors, la Vendée là-dedans. Alors, comme Jean-Mi a eu la gentillesse de rappeler, je suis ni vendéen, j'habite en Bourgogne, mais je ne suis pas français, je suis un exotique, et donc je ne prétendrai jamais être un spécialiste de la Vendée. Ça, j'ai bien dit à Jean-Mi, ne compte pas sur moi pour faire un cours sur la Vendée. Hein, c'est pas vrai. En revanche,
J'ai pas mal d'amis vendéens qui me font l'honneur de bien m'aimer, et c'est bien réciproque d'ailleurs. Et ils m'ont appris beaucoup de choses sur la Vendée. Ils m'ont fait découvrir cette Vendée, et j'ai regardé la Vendée, mais avec le regard de quelqu'un d'extérieur, qui vient de loin. Et j'ai remarqué un truc marrant, c'est qu'en Vendée, vous avez une culture à vous, vous avez des valeurs à vous, vous avez une personnalité à vous, vous avez donc des vertus, au sens où le thym a des vertus médicinales. Vous avez des vertus, et comme par hasard, c'est juste celle qui colle bien avec la courbe verte. C'est dingue ça, non? Alors on les regarde? Allez, go. Voilà. Commençons par la réticularité, donc le fait de travailler en réseau. S'il y a bien une région de France où on travaille en réseau depuis longtemps, c'est bien ici, non? Vous êtes les champions du monde du maillage, vous êtes les champions du monde des interactions, vous êtes les champions du monde du tissage. Le tissage. Complexité. Complexité. C'est un joli mot, moi je l'aime bien en tout cas, ça fait 40 ans qu'il me nourrit. Donc, Complexité, cum, plexus en latin. Cum, avec, ensemble. Plexus, ça veut dire tisser. Tisser ensemble, cum plexus. Donc on est bien dans quelque chose qui est votre virtuosité à gérer de la complexité et être capable de travailler tout le temps en réseau. Et des réseaux qui s'entrecroisent, des réseaux qui s'imbriquent les uns dans les autres et qui, quelque part, finissent par converger dans quelque chose qui est votre manière de vivre. Est-ce que j'ai compris quelque chose sur la Vendée en disant ça? C'est pas trop faux? 2. Sur les technologies maintenant. Il est très clair que tous les Vendéens que j'ai rencontrés, ce sont des gens qui s'intéressent aux choses, qui s'intéressent à l'avenir. Ce sont des gens, ils sont curieux. Ils ont envie de voir, ils ont envie de comprendre, ils ont envie d'aller voir. La curiosité, c'est quelque chose qui est fabuleux. Albert Einstein, mon papa adoptif, Albert Einstein avait une phrase extraordinaire. Un jour, un journaliste l'interroge et lui dit Monsieur Einstein, comment ça se fait que vous êtes génial? Et Einstein lui a répondu, écoutez, fondamentalement, j'ai aucune faculté particulière, sauf une, la curiosité. Et je crois que c'est très très vrai. C'est quand on est curieux qu'on se pose des questions. Et quand on se pose des questions, on fait marcher son intelligence. Et quand on fait marcher son intelligence, on a le cerveau qui commence à bouillonner. Et quand le cerveau bouillonne, il crée des idées, il crée des solutions, il crée des tas de choses. Il faut d'abord être curieux. Essayons, avec nos enfants, de leur instiller le goût de la curiosité. C'est-à-dire de peut-être mettre leur téléphone portable de côté. Un peu. Alors, troisième, je ne me trompe toujours pas sur la curiosité des Vendéens? Ça va bien? Troisième vertu que je vous trouve, celle-là, c'est le mot frugalité. Pourquoi? Parce que, comme moi, vous avez vécu un monde qui est un monde paysan. Et depuis toujours, le monde paysan est un monde frugal. Moi, j'ai été élevé en partie dans une ferme quand j'étais gamin. Et le monsieur que j'appelais mon grand-père, le monsieur qui était le fermier en question, vous voyez, c'est le grand genre gaillard avec des paluches les doubles des miennes. Vous voyez un peu. Voilà. Et il m'a donné une fois une gifle. Une. J'avais 7 ans. Donc c'est dans les années 50, ça. J'avais 7 ans, il m'a donné une gifle. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais osé jeter un quignon de pain à la poubelle. C'est la seule gifle que j'ai reçue. J'avais jeté un quignon de pain à la poubelle. Alors qu'il y a les poules. S'il est trop dur, il y a les poules. On ne jette pas à la poubelle. Donc voilà, cette frugalité-là, moi je l'aime bien. J'aime bien cette chasse perpétuelle au gaspillage. Est-ce que vous savez qu'en France, mais il n'y a pas qu'en France, croyez-moi bien, aux États-Unis c'est bien pire, en France, 40% des denrées alimentaires sont jetées à la poubelle sans être déballées. Vous savez ça? 40%. C'est juste affolant. Et je crois que ce n'est pas très frugal.
Donc on est bien là, vous le sentez, dans un retour au mode de vie des années 50 et 60 en termes de non-gaspillage. Ce qui n'exclut pas du tout le progrès, ce qui n'exclut pas du tout les technologies, ça dit simplement que je ne peux plus aujourd'hui regarder le monde comme étant un réservoir de ressources illimitées. Que je suis dans un monde dont les ressources sont de plus en plus limitées, se raréfient, rentrent en pénurie les unes après les autres. Et vous le savez peut-être, même sûrement pour certains d'entre vous, eh bien, la Banque mondiale vient de sortir un rapport montrant l'évolution du coût des matières premières. Eh bien, nous sommes en train de faire des sauts, mais colossaux. 23% sur le pétrole, 19% sur le gaz naturel, 7,5% sur les céréales, 9,8% sur les métaux. C'est tout. Donc, la frugalité, ben oui, vous connaissez. Vous connaissez parce que vous êtes dans un monde où les racines paysannes sont belles, sont profondes, et que là, on ne gaspille pas. Que là, on utilise les choses, et on les utilise avec frugalité et intelligence. Virtuosité. Virtuosité, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai pu observer dans les entreprises vendéennes que je connais un peu, où j'ai été traîner mes bottes un tout petit peu. On aime bien faire bien les choses, non? On aime bien les faire parfaitement, même. On a le sens de la qualité, on a le sens de la belle ouvrage, comme on disait dans le temps. On bâcle pas. On fait bien. Ben, c'est ça la virtuosité. Et quand on est dans cette logique-là, on ne peut avoir envie que d'une seule chose, c'est de faire croître cette virtuosité. Et enfin, spiritualité, ben, je ne vais pas rappeler que la Vendée est un pays qui a des racines très profondes dans le christianisme catholique et que ce christianisme catholique fait partie de votre ADN et qu'une spiritualité nouvelle demain sera certainement plus facile pour des gens qui ont des convictions de type métaphysique que pour des gens qui ont complètement perdu toute forme de valeur, toute forme de repère. Nous sommes dans un monde qui a perdu ses repères. Bon, je voudrais un tout petit peu approfondir certains de ces points-là. Vous voulez bien? Allons-y. Le réseau, maintenant. J'ai repris une petite métaphore dont j'avais utilisé, qu'on m'a rappelé ce midi. Nous sommes en train de vivre quelque chose qui est tout à fait intéressant. Est-ce que vous avez vu Jurassic Park? Oui? Spielberg, ça vous dit? Vous vous souvenez, l'arrivée sur l'île, on ne voit rien d'abord, c'est une jolie île, il n'y a pas de problème. On voit bien une vallée qui est en train de descendre, très verdoyante. Et puis brutalement, wham! Il y a un troupeau de dinosaures qui débarquent, qui déboulent, et qui... enfin, c'est affolant comme image. Vous vous souvenez de cette image-là? Spielberg, il a fait une erreur. Parce qu'il a filmé les dinosaures. Ben oui, forcément, ils sont gros. On ne voit qu'eux. C'est eux les rois du monde. De ce monde-là, en tout cas. Mais il n'a pas regardé dans l'herbe. Il fallait filmer l'herbe aussi. Parce qu'entre les pattes des dinosaures, il y a des petits lémuriens qui essayaient de survivre et du mieux qu'ils pouvaient. Ben, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Il y a les gros dinosaures et les petits lémuriens. Et vous connaissez la suite de l'histoire. À la fin du Jurassique et au début du Crétacé, il se passe quelque chose, un grand changement climatique, et très rapidement, les gros dinosaures ont disparu, et c'est les petits lémuriens qui ont envahi la planète, qui se sont développés. Et heureusement, parce que ces petits lémuriens, c'est nos ancêtres. S'ils n'avaient pas gagné la course à la vie, nous ne serions pas là. Eh bien, c'est exactement ça qui est en train de se passer. On a encore aujourd'hui autour de nous plein de gros dinosaures très hiérarchisés, mais c'est les petits lémuriens qui sont en train de construire le monde de demain. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un dinosaure, finalement? Un dinosaure, c'est une grosse bête, avec un gros ventre, avec une grande queue, et avec une toute petite tête. Ça s'appelle le CAC 40. Bon. Oui, ou l'ENA, si vous préférez. Bon, réseau. Et là, il faut que vous, Vendéens, vous y pensiez très très fort.
Très, très fort. Ce que je viens de dire pour l'économie et les entreprises est valable pour toutes les organisations humaines. Bien sûr, toutes les organisations humaines doivent être de plus en plus réactives et donc doivent passer d'une structure en pyramide vers des structures en réseau. C'est vrai donc pour les systèmes politiques aussi. Regardez autour de vous. Nous n'avons que des pyramides hiérarchiques dans tout ce qui concerne l'administration, dans tout ce qui concerne les structures politiques, qu'elles soient nationales ou européennes. Donc, autrement dit, ces structures-là sont beaucoup trop lentes et beaucoup trop lourdes. Elles ne peuvent pas réagir. Et quand il y a un problème réel, et regardez l'histoire des 20 dernières années en Europe, quand il y a un problème réel, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de réponse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer d'une Europe pyramidale des nations et de passer à une Europe réticulée des régions. Et je pense que la Vendée est une vraie région. L'Europe des régions, c'est vous. C'est les Alsaciens, c'est les Bretons. Ça, ce sont les régions de demain. L'échelon national va quasiment disparaître. Et donc, vous aurez là une belle possibilité de développer cette grande Vendée dont j'en m'y rêve avec d'autres. Ça vous va? Alors, quand on travaille en réseau, qu'est-ce qu'il faut? Comment le réseau que vous créez à l'intérieur de la Vendée ou la place de la Vendée dans un réseau de régions européennes, comment ça peut fonctionner? Il y a quelques trucs à garder en tête. Le premier truc à garder en tête, c'est qu'un réseau, il ne fonctionne et il n'est durable que s'il est mené par un projet fédérateur. Il faut un projet. Il n'y aura jamais de grande Vendée s'il n'y a pas un projet collectif vendéen. Et une fois qu'on a ce projet, alors là, les convergences des énergies deviennent possibles sur le long terme. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est deux principes très très simples, mais vous connaissez bien. Le principe de subsidiarité, d'abord. Il n'y a pas de réseau si on n'applique pas le principe de subsidiarité. Qu'est-ce qu'il dit, le principe de subsidiarité? Il dit qu'un problème local doit être résolu localement par ceux auxquels il se pose. C'est tout. C'est juste le contraire, évidemment, du management hiérarchique. Mais, si on pousse le bouchon un peu trop loin, ça peut aussi vouloir dire « c'est ton problème, tu te démerdes ». Et ça, évidemment, c'est plus du tout réseau. Donc, autrement dit, subsidiarité, oui, mais tout de suite doit être complété par autre chose, c'est la solidarité. Et ça, je sais que vous, Vendéens, vous savez faire. Et vous savez faire depuis très longtemps. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, je vais essayer d'aller au plus vite, parce que sinon, je vais me faire gronder par le monsieur là-bas qui va me faire des grands yeux, parce que je vais dépasser 8h15. Les nouvelles technologies. Alors, là, on dit énormément de bêtises, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Cette révolution numérique qui est bien là, et qui avance à une vitesse folle. Je vous rappelle quand même, pour mémoire, que l'apparition de l'informatique de gestion dans les entreprises, c'est 1973. Hein. Il y a 45 ans, ça ne dit rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Alors, il y a des choses qu'il faut élaguer un peu. D'abord, ne jamais confondre les activités matérielles numérisées comme Amazon. Amazon, c'est de la logistique comme on en fait depuis très très longtemps. Rien d'autre. Il n'y a pas d'innovation. Le numérique joue un peu, bien sûr, mais pas plus que ça. En revanche, il y a de vrais immatériels numériques, ça c'est Google. C'est les moteurs de recherche. Je pense qu'il ne faut jamais plus confondre le numérique ludique avec le numérique productif. Le ludique, c'est quoi? C'est par exemple Facebook. Facebook, écoutez-moi bien, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est amusant, ça met les gens en contact, ça permet d'emmerder les autres avec les photos de vacances dont ils n'ont absolument rien à foutre. Ça permet éventuellement de trouver des amis, oui, des petites amies peut-être, voire, enfin bon. Mais c'est du ludique. Il faut constater quelque chose qui est intéressant, c'est que toutes les révolutions technologiques du passé ont engendré très vite un saut de productivité. La révolution numérique n'a engendré aucun saut de productivité. On a juste déplacé les métiers, on a juste déplacé les centres d'attention. Et donc le ludique
Tant mieux, ceux que ça amuse, ça les amuse, c'est bien. Tout va bien. Mais ce n'est pas là que se trouve le secret du numérique de demain. Le secret du numérique de demain, il est dans deux révolutions qui, elles, sont extraordinaires et ne sont pas américaines. Enfin, en tout cas, la première n'est pas américaine. La première, c'est les robots de nouvelle génération. Ils sont là, ils sont prêts. Ils ont été pensés, conçus et construits en Europe et en Extrême-Orient. Ces robots sont extraordinaires. Et une étude belge et une étude allemande ont convergé sur la conclusion suivante. En Europe, dans 20 ans, enfin c'était il y a 4 ans, donc dans 16 ans, 40% des emplois aujourd'hui assumés par des êtres humains vont être assumés par des robots. À commencer par les conducteurs et contrôleurs de la SNCF. Mais ça vous pend au nez aussi. Dans toutes vos entreprises, il y a des choses qui aujourd'hui sont faites par des collaborateurs humains et qui vont progressivement être pris en main par des robots. Et ce n'est pas dramatique, à une condition. C'est qu'on anticipe ce changement et qu'on fasse se déplacer le centre de gravité des emplois humains vers tout ce qui est beaucoup plus intelligent. Toutes les intelligences, pas seulement celle du cerveau, aussi l'intelligence des mains. Ce qu'un robot ne pourra jamais faire. Un robot ne pourra jamais réparer une charpente sculptée comme le ferait un compagnon du devoir. Ce ne sera jamais robotisable. Comme on ne pourra jamais robotiser, pourtant ça a été essayé dans ma Bourgogne, on ne pourra jamais robotiser la taille des vignes. Parce que la taille des vignes, c'est deux choses. C'est quelque chose de strictement mécanique qui consiste à compter des œils, hein, on dit bien des œils et pas des yeux, hein, des œils, et à couper comme cela. Mais il y a un autre critère, qui est l'équilibre global de la plante. Et ça, un robot ne saura jamais faire. Donc voilà, vous voyez, il y a là des choses qu'il faut repenser. Les nouveaux métiers sont en train de monter. Alors, la deuxième grande révolution, c'est l'algorithme. Alors, l'algorithme, on oublie, c'est un mot que tout le monde emploie, et je ne sais pas vous, mais systématiquement, je demande à quelqu'un peut me définir ce que c'est qu'un algorithme. J'ai droit à un beau silence. Hein. Alors, on va faire très très simple. Un algorithme, c'est une recette de cuisine. C'est juste dire dans quel ordre il faut faire les choses et puis les refaire plusieurs fois jusqu'à atteindre le bon résultat. C'est ça, un algorithme. Un algorithme, les algorithmes, c'est connu depuis très longtemps. Le plus vieux, on l'a trouvé sur une tablette phénicienne qui date d'il y a 2500 ans. 3500 ans. 3500 ans. C'est une tablette qui explique l'algorithme, donc le calcul itératif qu'il faut faire pour calculer une racine carrée. C'est vachement utile quand on est menuisier ou quand on est ébéniste ou quand on est carreleur ou quand on est paveur. Non? Ben voilà. Le problème est qu'avec ce genre d'algorithme, il faut faire le même calcul et itérer dessus, donc c'est-à-dire prendre le résultat et le refaire tourner dans le calcul. Tout ça se fait à la main. C'est long. C'est franchement chiant. C'est pour ça que ça s'appelle un algorithme. Qui a fait du grec ici, qui s'en souvient? Arithmos, ça veut dire quoi? Le calcul, vous êtes d'accord? Mais algos, ça veut dire quoi? Algos, ça veut dire douloureux, pénible. Un algorithme, c'est un calcul, mais qui est vraiment chiant. Et donc, c'est une méthode qui n'a pas beaucoup été utilisée. Sauf que maintenant, la puissance de calcul, on l'a. Donc en fait, la notion d'algorithme est ancienne, mais la puissance de calcul, elle est nouvelle. Vous mettez les deux ensemble, vous avez une nouvelle méthode de résolution de problèmes qui est extraordinairement puissante. Voilà. Alors, je voudrais vous proposer quelques petites réflexions philosophiques sur le numérique. La première, c'est que le numérique n'est pas encore sorti de ces maladies infantiles. Instagram, c'est une maladie infantile. Très infantile même. En revanche, ce qui est en train de se passer, c'est qu'avec la robotisation, le travail physique matériel lié à un poste d'emploi géographiquement localisé va être en général fait par des robots. Ce qui veut dire que tout le reste du travail peut être fait ailleurs. Et il peut être fait notamment en télétravail. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que télétravail
et salariat, au sens classique du terme, sont incompatibles. Aujourd'hui, pas en France, parce que le droit du travail en France est terriblement dur à ce sujet, mais partout ailleurs en Europe, on est à plus de 23% de gens qui travaillent tous les jours et qui n'ont pas de contrat d'emploi, qui travaillent selon un autre mode de freelance, d'associés, enfin, etc., etc., etc. Et ça ne fait que croître et embellir, de l'ordre de 15% relatif par an. Donc le salariat va massivement disparaître. Ça, c'est une donne importante. Et enfin, ça, je vous demande d'y réfléchir, vous qui êtes la grande Vendée de demain. Il faut que nous ayons nos standards numériques en Europe. Aujourd'hui, nous sommes tous liés à des standards qui nous sont imposés par Apple, qui nous sont imposés par Microsoft, qui nous sont imposés par Google ou tout ce que vous voulez. Et tiens, un petit test. Dans vos entreprises, levez la main ceux qui ont un .com dans leur adresse. Ça fait quand même un paquet, ça. Hein? Vous savez que .com, c'est quelque chose qui est géré aux États-Unis. Et si pour une raison quelconque, M. Donald Trump ou un autre pique une crise sur l'Europe, il peut couper du jour au lendemain tous les .com. Alors que .eu, pour Europe, ça existe. Changez, vite. Vous avez plein de solutions. Qui a comme moteur de recherche Google? Voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a l'équivalent en Europe qui s'appelle Quant et qui marche beaucoup mieux et qui ne vous pique pas vos données personnelles? Vous le savez, ça? Tu le sais? Ah bah t'es bien. Changez, etc., etc., etc. Bon, frugalité. Alors, là, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Je commence par lesquelles? Ouais, t'as raison. Il y a deux décroissances qui sont inévitables. Alors là, il faut dire les choses encore une fois. Nous allons être 10 milliards sur Terre, ça veut dire 8 milliards de trop. La Terre ne peut pas se renouveler suffisamment pour nourrir 10 milliards de personnes. On a refait les calculs dans tous les sens, on arrive toujours aux alentours de 2 milliards supportables. Donc il y en a 8 milliards de trop. Alors je vous laisse le problème de savoir comment on va faire pour passer de 8 à 2. Hein? Et donc, c'est lié à quoi? C'est lié au simple fait que les stocks de ressources non renouvelables, ils sont en train de diminuer, et que donc nous sommes condamnés à avoir des coûts des matières premières qui vont exploser exponentiellement. Ça, c'est les deux décroissances inévitables, décroissance démographique qui est indispensable et la décroissance de la consommation matérielle qui est indispensable. En revanche, il y a deux croissances inévitables. La première, et ça, vous avez des tomates et des choses comme ça, gardez-les en dessous des sièges, d'accord? C'est la croissance de la servitude volontaire. Tous les systèmes aujourd'hui mis en place par la courbe rouge pour empêcher le glissement tendent à une seule chose, c'est à dire aux gens, vous en faites pas, on s'occupe de tout, surtout vous occupez de rien. On va bien s'occuper de votre confort, vous allez voir, vous allez avoir des belles TV, vous allez avoir des belles émissions de TV, vous allez avoir des bons matchs de foot, vous allez avoir des bons McDonald's, vous allez boire des bons Coca-Cola ou de la bonne bière, hein, mais surtout, vous oubliez tout le reste. Ça s'appelle la servitude volontaire. Est-ce que ceci vous rappelle quelque chose? Si je vous parle d'Étienne de la Boétie, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le meilleur ami de Montaigne. À 18 ans, il a écrit un petit livre. Et je l'ai offert à mes 6 enfants quand ils sont devenus adolescents. Ce livre s'appelle « Discours sur la servitude volontaire ». Et vous savez ce que dit ce livre? Du XVIe siècle donc. Ce livre dit ceci. « Les hommes réclament la liberté, mais il y en a très peu qui la veulent vraiment. Et quand il faut choisir entre liberté et sécurité, la grande majorité des êtres humains choisissent la sécurité, sont prêts à s'asservir pour plus de sécurité, plus de confort et plus de plaisir. Et tant pis pour la liberté. Et tant pis pour la responsabilité qui va avec. Donc là, on est vraiment dans un monde là qui est dangereux sur ce thème-là. Et alors, qu'est-ce qui va croître aussi inévitablement? C'est la demande de virtuosité, la demande de toutes les formes d'intelligence et de toutes les formes de talent. Et là, c'est pas gagné. Là, c'est pas gagné du tout. Aujourd'hui, il commence aussi à y avoir des pénuries marquantes. Pourquoi?
Souvenez-vous de mon petit dessin de la courbe rouge et de la courbe verte. Ça y est, vous visualisez? Les systèmes éducatifs, à votre avis, ils sont sur quelle courbe? Ah ben oui, forcément. Donc ils sont en train, gentiment, aujourd'hui, de fabriquer des mecs pour un monde qui n'existera plus. Et ils fabriquent personne pour le monde qui existera. Donc, autrement dit, on va avoir, nous, dans nos entreprises, de plus en plus de difficultés à recruter des gens. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que nous assumions nous-mêmes la formation, même depuis très en amont, parce qu'en plus, nous avons un problème colossal, vous le savez probablement, c'est que l'illettrisme et l'innumérisme sont tous les deux en train de croître à une vitesse folle dans nos pays. En France, aujourd'hui, nous sommes à 21% d'illettrés. Vous savez ça? Et nous étions à 10% en 1970. L'innumérisme, c'est pire encore. Donc les gens qui ne savent pas calculer, qui sont incapables de faire des opérations élémentaires sur des petits chiffres, des petits nombres, eh bien c'est terrible. 29% en France. Aux États-Unis, 33%. En Italie, 35%. Donc quand vous faites le conto, faites bien attention. Alors, la frugalité. Frugalité, ce n'est pas la pauvreté. La frugalité, c'est en tout moins mais mieux. Essayez d'imaginer quelques exemples. Travailler moins mais mieux, ça vous va? Ça ne veut pas dire forcément travailler moins d'heures. Ça veut dire de regarder scrupuleusement votre emploi du temps et de cesser de faire des trucs qui servent à rien. Regardez votre agenda, le nombre de choses que vous faites et que vous faites faire et qui ne servent strictement à rien, qui ne produit aucune valeur d'utilité. Communiquez moins mais mieux. Combien recevez-vous tous les jours de coups de téléphone, SMS, mail, qui ne servent à rien? On dit qu'en gros, c'est 95% des messages que vous recevez ne servent à rien. Le problème est que pour savoir qu'un mail ne sert à rien, il faut d'abord le lire. Donc le temps est perdu. Comment va-t-on faire pour gérer ça? Frugalité en communication. Frugalité à se réunir. Là, je connais des chiffres américains, mais je pense qu'en Europe, ça va être à peu près la même chose. Dans les grosses entreprises américaines, on dit ceci. 60% des réunions qui se tiennent ne servent strictement à rien. Et dans les 40% qui servent à quelque chose, il y a seulement 8% qui arrivent à résoudre le problème qui est posé. Ça veut dire que 92% des réunions n'atteignent rien. Et quand vous voyez l'addition des masses salariales des gars qui se réunissent dans la salle en question et que vous mettez le compteur en route, eh ben, je peux vous assurer que ça coûte vite très cher. Donc, se réunir moins mais mieux, produire moins mais mieux, aller vers la virtuosité et la qualité, consommer moins mais mieux, indispensable. Indispensable. Ben, parlons un peu de virtuosité maintenant. Il y a plein de nouveaux métiers à inventer. Ne serait-ce que par exemple, inventer les métiers qui permettront d'aider les entreprises à rentrer dans une logique de frugalité. Comment peut-on devenir frugaux? La virtuosité, c'est quelque chose que moi j'ai regardé d'extrêmement près. Et j'ai eu une chance dans la vie. Non, j'ai eu plein de chances dans ma vie, mais j'en ai eu une dont je voudrais vous parler. Il y a une quinzaine d'années de ça, j'ai été appelé par un groupement de gens qui disaient « On voudrait bien que vous nous aidiez à réfléchir à notre avenir. » Puisque là, on est dans la banalité. Mais les gens en question, c'était les compagnons du devoir. Ah, ça devient intéressant. Les compagnons du devoir. Est-ce que vous êtes bien conscients que c'est extraordinaire, ce joyau-là de l'histoire française? Les compagnons du devoir sont des gens qui sont des virtuoses absolument indépassables. L'intelligence des mains, comme ils disent, a atteint son plus haut niveau. Un compagnon ébéniste m'a dit « Est-ce que tu sais qu'il faut plus de temps de formation pour faire un ébéniste, un compagnon ébéniste que pour fabriquer un chirurgien ?» Et en plus, dit-il, nous, on ne tue personne. Oh, je vous la raconte. Quelle est la différence fondamentale entre Dieu et un chirurgien? Dieu sait qu'il n'est pas chirurgien. Si un chirurgien dans la salle, je vais me faire tuer. Bon,
Quelques réflexions sur la virtuosité. D'abord, qu'est-ce que c'est un virtuose? Bien, moi, je voudrais vous proposer ceci. Un virtuose, c'est quelqu'un, et on l'a vu tout à l'heure, un virtuose, c'est quelqu'un qui parvient à faire avec aisance quelque chose qui est très difficile à faire et que bien peu d'autres gens peuvent faire. Vous êtes d'accord avec cette définition? Quand on voit un pianiste virtuose se lancer dans l'interprétation d'une pièce, on se dit, bah oui, ça a l'air facile, ça court tout seul. Il n'y a pas de problème. Et puis vous essayez dans le piano de votre voisine, vous voyez que c'est plus tout à fait la même chose. Donc faire quelque chose de difficile. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois qu'il y a là un secret de ce que sera l'entreprise de demain. Imaginez que l'entreprise ne fasse pas, comme beaucoup l'ont fait ces derniers temps, le choix de la facilité, en se disant, si c'est facile, tout le monde peut le faire. Et si tout le monde peut le faire, le seul argument différenciant qui reste, c'est le prix. Et on retombe dans la logique d'avant. En revanche, si on se dit, moi je vais faire le difficile, je vais assumer la difficulté, je vais faire ce que les autres ne sont pas capables de faire, qu'est-ce qui se passe? La notion de prix ne joue plus. Je vous raconte une histoire. Une de mes amies a reçu un jour une lettre d'un notaire. Et ce notaire l'avisait du fait qu'une tante qu'elle ne connaissait absolument pas venait de décéder. Et que la tante en question l'avait couché sur son testament. Et donc, le notaire lui dit, ben voilà, rendez-vous à l'étude tel jour et je vous remettrai votre part du testament. Et c'était quoi, cette part? C'était un Stradivarius. Mais un Stradivarius qui était épouvantablement abîmé. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma copine? Elle s'est renseignée. Et elle a vu qu'en France, il y a 2 luthiers capables de travailler sur un Stradivarius. Elle a été voir celui qui était le plus proche de son domicile. Elle lui a donné le Stradivarius. En disant, vous croyez qu'il pouvait faire quelque chose pour moi? Il l'a regardé pendant 1 heure. Il a regardé tout. Et puis il a fini par dire, oui, je pense que je peux faire quelque chose pour votre Stradivarius. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle va négocier le prix? Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle va discuter les délais? Dès le moment où le luthier lui dit, oui, je vais faire quelque chose, on s'en va en disant, merci, monsieur le luthier. Le prix n'a plus d'importance. Le délai ne joue plus. Pourquoi on ne ferait pas la même chose? Oh, peut-être pas à ce niveau-là, mais un peu quand même. D'augmenter notre niveau de virtuosité dans nos entreprises. Plus nous sommes capables de faire des choses difficiles que les autres sont incapables de faire, plus nous sommes maîtres de nos prix et donc de nos marges. C'est pas une bonne idée, ça? Voilà. 8h15, hein? Oui. Alors, la dernière idée, ça aussi c'est très proche de vous, parce que vous avez, on en parlait tout à l'heure à table avec les copains, il y a une âme vendéenne. Vous voulez bien prendre ce mot-là? Une âme vendéenne. Quelque chose qui anime la Vendée. Ça veut dire ça l'âme. Hein? Âme, ça vient du latin anima, ce qui anime. Il y a une âme vendéenne. Il y a quelque chose qui fait que la Vendée, elle sait ce qu'elle est, elle sait où elle va, elle sait d'où elle vient. C'est déjà pas mal. Regardez autour de nous les zombies qui se disent des êtres humains. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Ils savent qui ils sont, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas où ils vont. Donc, le fait d'avoir ces racines, le fait d'avoir ces valeurs, le fait d'avoir cette personnalité, le fait d'avoir cette âme, vous amène en fait à avoir une spiritualité. Probablement que la plupart d'entre vous ont des racines catholiques. Très très bien. Mais peu importe. Faisons la distinction entre spiritualité et religion. Je respecte infiniment les religions. Je dis simplement que la spiritualité est plus large, est plus englobante. Elle permet simplement de savoir où on va et pourquoi on y va. Pourquoi on y va. Aujourd'hui, avec la génération Y, nous ne pouvons plus faire l'économie de cette question. Quand moi j'étais gamin, on m'a appris comment faire les choses. Maintenant, la question c'est pourquoi tu me demandes de faire ça? C'est quoi le sens de ce que tu me demandes? Et donc, je crois qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir beaucoup, et je pense que vous êtes un terreau magnifique pour cette réflexion. Dans la mesure où, je pense qu'un des premiers problèmes de notre époque, c'est de sortir de la religion du progressisme, mais aussi de sortir de la régression du conservatisme. Ce sont nos 2 ennemis. Le progressisme, la religion du progrès, disait M. Auguste Comte. C'est une invention des Lumières. Le progrès. Le progrès va désaliéner l'homme, va libérer l'homme. Le progrès va permettre au monde de devenir beau, fraternel.
C'est tellement vrai que les mots-clés du XXe siècle, c'est Verdun, Auschwitz, Hiroshima, Goulag, etc., etc., etc. 300 millions de morts assassinés pour des raisons idéologiques pendant le XXe siècle. Mettez-vous dans la peau d'un poilu à Verdun en 1916. Vous croyez qu'il y croit encore à la religion du progrès? Mais non, évidemment. Mais d'autre part, la réponse à cet effritement de la religion du progrès n'est évidemment pas dans le retour à un bon vieux temps qui n'a jamais existé et qu'on réinvente tout le temps. Ça s'appelle le conservatisme. Et entre les deux, ou plus exactement au-delà des deux, comme synthèse dialectique entre les deux, il y a un très très beau mot. Et ça, vous le pratiquez, vous les Vendéens, du moins ceux que je perçois moi, ça s'appelle le traditionnalisme. Le traditionnalisme, c'est pas le bon vieux temps, c'est pas le conservatisme, c'est pas l'archaïsme, c'est pas le passéisme, mais c'est pas non plus cette espèce de croyance infantile en un progrès infini. Aujourd'hui, on sait bien, à cette fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, on sait bien que le progrès technique et matériel est indiscutable, du moins pour certaines parties du monde. En revanche, moi je voudrais bien qu'on me réponde. Est-ce qu'on a vraiment progressé du point de vue éthique, du point de vue moral, du point de vue spirituel? Est-ce que vraiment on a progressé dans le bonheur? Dans le plaisir, ça ne fait pas de doute. Mais dans la joie de vivre, on peut discuter. Donc voilà, moi je suis en train de vous dire que la notion de tradition, pour moi, elle m'est très très chère. Elle m'est très très chère parce que la tradition, ça veut dire ce que vous faites. Transmettre un patrimoine vivant. Pas un patrimoine sclérosé qui ne peut plus bouger du tout. Non, qui vit. Il vit et s'adapte. Il prend sa place dans le monde. Et ça, c'est la tradition. Et c'est un très beau mot. L'autre chose aussi, je vous ai rappelé ce que ma maman me disait, ce que mon fiston rétorquait. Eh bien, moi, je crois qu'on est en train de vivre quelque chose de passionnant du point de vue philosophique. On est en train de sortir de la notion de la philosophie de la réussite et on rentre dans une philosophie de l'accomplissement. Et ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ça, vous les Vendéens, vous le savez bien. Vous êtes dans le long terme. Vous êtes dans les choses qui se font dans la durée. Vous êtes des sculpteurs. Vous n'êtes pas dans l'immédiateté. Vous n'êtes pas dans la recherche effrénée du résultat à court terme, du revenu à court terme. Vous construisez. Vous construisez dans la durée. Ben c'est ça, la philosophie de l'accomplissement. Et c'est vrai pour les entreprises, et c'est vrai pour la région, et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et alors là, la question, elle est terrible. La question, elle est terrible, c'est de demander qu'est-ce qui va donner du sens à mon entreprise, à ma région, à mon village, à moi-même, à ma famille. Qu'est-ce qui peut donner du sens? Qu'est-ce qui va donner de la valeur? Et la question reformulée devient beaucoup plus claire. Au service de quoi mon entreprise est-elle? Au service de quoi mon terroir est-il? Au service de quoi ma famille est-elle? Au service de quoi vais-je mettre mon existence? Et là, on est dans la vraie question. Et très longtemps, on a dit l'homme doit être au service de Dieu. OK. Et Dieu n'a pas dit le contraire, à ma connaissance. Et puis, avec la philosophie des Lumières, on a cassé ça, enfin c'est même bien avant, c'est les humanistes au XVIe siècle, et qui ont dit non. L'homme doit être au service de l'homme. Et alors là, il y a deux variantes. La première variante, c'est chaque homme doit être au service de lui-même. Première variante. Deuxième variante, chaque homme doit être au service de l'humanité pris comme un tout. Dans les deux cas de figure, on est dans les philosophies dites humanistes. Et ce mot-là, humaniste, vous rappelle peut-être quelqu'un qui s'appelait Protagoras d'Abdère. Et ce monsieur a défini l'humanisme. Et il a dit, l'homme est la mesure de toute chose. Ça s'appelle du nombrilisme. Parce que si l'homme est la mesure de toute chose, ça veut dire que l'homme est la mesure de sa propre démesure. Et qu'il n'y a plus de limite. Et ça on a compris. Le XXe siècle nous a bien montré qu'il n'y a plus de limite. On est dans le nihilisme le plus total. La négation de sens et la négation de toutes les valeurs.
On est bien dans quelque chose qui ne tourne plus à rien. Donc, la question fondamentale, ça va être au service de quoi? Au service de quoi? C'est une magnifique question. C'est une question qui est cruciale et qui, je pense, doit être répondue par chacun d'entre nous individuellement, mais aussi ensemble, collectivement. Au service de quoi allons-nous mettre notre existence? Parce que si c'est au service de mon propre nombril, on ne va pas loin. Voilà, j'en arrive à la conclusion, si vous en êtes d'accord, et je suis à peu près dans les temps. Alors, pour ne pas conclure, vous vous souvenez du premier schéma que je vous ai montré avec une courbe verte qui est montante, une courbe rouge qui est déclinante et une zone de turbulence qui est un cercle bleu autour du croisement de ces deux courbes. Vous êtes OK avec ça? Et on a bien compris que ça veut dire que d'une part, le paradigme de la modernité qui était né à la Renaissance est en train de décliner et ses institutions de pouvoir avec lui, et que d'autre part, vous êtes en train d'inventer une courbe verte. La Vendée est en train d'inventer sa courbe verte avec les 5 vertus que j'ai essayé de développer pour vous. La question qui devrait normalement vous brûler les lèvres, et même si ce n'est pas le cas, je vais quand même dire ce que j'ai à dire, c'est ce croisement, est-ce que ça va durer longtemps? Parce que je crois qu'on a compris qu'on est un peu dans la merde, mais est-ce que ça va encore durer longtemps? Alors je vais mettre des dates, vous êtes d'accord? Alors, avant ça, précaution oratoire. Ces dates que je vais vous montrer, ça a été évidemment le fruit d'un travail avec des historiens professionnels. C'est pas un pauvre physicien qui va déterminer ça. Et la deuxième chose, c'est que ces dates ont bien sûr aucun caractère de précision ni de prédiction. C'est juste pour fixer les idées, si vous voulez. D'accord? Alors, allons-y, on regarde ça. Donc, vous voyez qu'on est dans l'histoire longue. Que disent les historiens? Ils disent la première grande rupture de la modernité, c'est la guerre 14-18, qui a été une boucherie immonde, une folie meurtrière absolue, sans aucun sens, où toutes les valeurs ont été piétinées, et qui a été la première prise de doute par rapport à la grande foi dans le progrès. Parce que quand vous êtes, en 1905, poilu dans les tranchées de Verdun, et qu'on vous dit « ça, c'est le progrès », vous avez des doutes. Les historiens nous disent de plus, en gros, entre le moment où on quitte l'état stable du paradigme d'avant et on rentre dans la stabilisation du paradigme d'après, entre les deux, c'est 1 siècle et demi en moyenne. Là, vous prenez la guerre 14-18, vous ajoutez 1 siècle et demi, vous arrivez aux alentours de 2070. Je vous rassure tout de suite, si c'est 2085, personnellement, j'en ai un petit peu rien à foutre. Le point de croisement, maintenant. Le point de croisement, vous voyez, ça c'est l'indice de la grande lâcheté d'un prospectiviste professionnel, c'est que j'ai pas fait 2 courbes qui se croisent en un point, j'ai pris 2 trottoirs qui se croisent dans une belle zone, ce qui me permet d'avoir des marges d'erreur intéressantes. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est juste pour dire que le passage de l'un à l'autre, c'est pas quelque chose de ponctuel. Évidemment, si je regarde l'Europe et si je regarde la rupture sur du mécanique au numérique, on est déjà bien avancé. Là, on est déjà bien vers le vert. En revanche, si on est si on regarde plutôt le passage du modèle financiero-industriel de prix et de taille vers le modèle post-industriel de valeur d'usage, etc., comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, là, on n'est pas du tout encore passé le cap. Loin de là. Hein. Donc, vous voyez, les choses se répartissent un peu dans le temps. Tout ce qu'on peut dire, c'est d'une part que la grande crise 2007-2008 a été le révélateur du fait que là, on était vraiment quelque part rentré dans la zone de basculement, et que d'autre part, vous voyez, de l'autre côté, il y a 3 petits points d'interrogation qui veulent juste dire quelque chose qui m'empêche de dormir, c'est que en physique des systèmes complexes, on dit qu'une bifurcation nécessite un déclencheur. Il faut que quelque chose, clic, bascule. Et que ce quelque chose qui bascule est lié à quelque chose que vous avez peut-être entendu parler, c'est l'effet papillon. Ça veut dire que c'est une toute petite cause, peut-être indécelable, qui fait que, boum, le système va se mettre en route et que l'effet boule de neige va commencer à fonctionner.
Alors, la grande difficulté, c'est de dire, mais ce sera quoi ce déclencheur? Et c'est quand ce déclencheur? Alors, des listes, on en a, hein, ça je peux vous assurer, il y a des pages et des pages et des pages de déclencheurs potentiels. Lequel va jouer, je vais vous dire, le seul auquel on n'a pas pensé. Parce que c'est comme ça. Donc, je ne sais pas ce qui va être déclenché. Par contre, pour d'autres modèles, on sait que c'est vraiment dans le court terme. Là, on est dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent, on va avoir des grands déclencheurs, des petits déclencheurs qui vont mettre en place des gros chambardements, notamment au niveau de la finance internationale. Donc là, on est vraiment dans la zone critique. Alors, critique. Oui, mais c'est bien ou c'est pas bien? On va y revenir. Et alors, vous voyez, la zone de grande turbulence, pour des tas de raisons, on l'a fait commencer dans les années 70 parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les années 70 qui sont déjà des pré-basculements. Et les historiens nous disent que ça dure en gros 50 ans, donc ça nous amène vers les côtés de 2025. Encore une fois, si c'est 2030, ça ne me donne pas vraiment de l'urticaire. On est dans ces eaux-là, en tout cas, mais pas au-delà. Bon, voilà. Ça, c'est pour les dates. Et maintenant, je vais terminer. Est-ce que vous avez un intérêt pour l'information? En général, la réponse est oui. Imaginons, le matin, vous sortez de chez vous, vous montez dans la voiture pour aller au boulot, et chemin faisant, vous écoutez un peu de radio. France Inter, par exemple. Le midi, on se délasse un peu les neurones, et on lit peut-être un article de journal, disons. Le soir, vous rentrez, éreinté, fourbu, mais fier d'avoir servi l'avenir. Et vous vous plantez devant votre télévision peut-être et vous regardez le 20h. D'accord? Normalement, à 21h, vous êtes bon pour le suicide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut juste dire une chose, c'est que les médias retransmettent vers vous, parce que c'est une courroie de transmission, hein, retransmettent vers vous la vision du monde des institutions de pouvoir de la courbe rouge. Et quand vous regardez la courbe rouge telle qu'elle est là, vous voyez son allure. Vous comprendrez très très vite qu'il y a de quoi être extrêmement optimiste quant à l'avenir du pessimisme. C'est ça que vous entendez, tous les jours. Parce que n'oubliez jamais que les institutions de pouvoir sont dans le déni. Donc la courbe verte que vous êtes en train d'inventer pour la vendre tous les jours, ils ne veulent pas en entendre parler. Ça n'existe pas. Nous avons quelques soucis pour l'instant, mais vous allez voir, la reprise, c'est pour bientôt. Ne vous en faites pas. Alors là, maintenant, une petite embellie, ça ne va pas durer. Hein. Maintenant, voilà, je vous ai donné la vision du monde de la courbe rouge et de ses institutions. Maintenant, je vais vous donner la vision du monde que j'espère être celle de la Grande Vendée pour l'avenir. D'accord? C'est le même schéma. Vous enlevez les lunettes de la courbe rouge, vous mettez les lunettes de la courbe verte. Vous regardez ça, et vous voyez quelque chose. Ce que vous voyez, c'est ceci. Ça arrive une fois tous les 550 ans, et ça tombe sur nous. Elle est pas belle, la vie? On peut réinventer la Vendée. C'est pas beau, ça? Est-ce qu'il ne faut pas réinventer plein de choses? Vous avez tous dit que vous aviez des enfants, là. Il ne faut pas réinventer l'école? Il ne faut pas réinventer l'université? Il ne faut pas réinventer la politique? Il ne faut pas réinventer le vivre ensemble? Vous êtes en train de réinventer l'entreprise? Vous êtes en train de réinventer le management? C'est pas magnifique, ça? C'est vous et c'est maintenant. C'est génial. Donc voilà, moi je pense que ma conclusion, ici en Vendée, c'est de dire la courbe verte de la Vendée, c'est vous qui la ferez. Et ne comptez pas sur les institutions de pouvoir de la courbe rouge pour vous y aider. C'est votre responsabilité, et ce que chacun d'entre vous ne fera pas, personne d'autre ne le fera. Donc, vous devez être les héros de la construction de ce qui sera le monde de vos enfants et surtout de vos petits-enfants. Et ça, c'est génial. Donc voilà, à vous de faire le boulot. Et moi, je suis sur mon dernier slide, c'est une photo qui a été prise en Angleterre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Anglais, quand ils se mettent à écrire des trucs, ils l'écrivent en anglais. Donc, ça écrit en anglais. Sorry for the inconvenience, we're trying to change the world. Désolé pour le dérangement, on est juste en train de changer le monde. C'est ce que vous faites tous les jours. Et moi, je vous dis merci.
Merci.